Une semaine qui a été dominée par les volte-face de Donald Trump en matière de droits de douane. On va essayer d'en savoir davantage et de comprendre pourquoi, ce qui est en train de se passer. Le boom des catéchumènes aussi, c'est une enquête qui nous amène à considérer la situation de l'Église en France et peut-être des signes donc d'espoir, fussent-ils fragiles. Et puis on parlera de la question aussi des abus. Y a-t-il des cas d'obstruction où les dossiers sont difficiles d'accès pour les victimes qui les réclament ? Ce sera l'un des points qu'on abordera donc à la fin de ce débat, auquel donc vous pouvez participer, je le répète, sur direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. En présence de Bernadette Sauvaget et de Joseph Touvenel. Bernadette Sauvaget, journaliste à Libération. Bonjour Bernadette. Bonjour. Et Joseph Touvenel, ancien vice-président de la CFTC, qui est fondateur du magazine Capital Social. Bonjour Joseph. Bonjour Louis. Allez, on va commencer par justement cette situation américaine qui donne un petit peu le vertige, parce que les droits de douane, on les augmente, on les baisse, on ne sait plus très bien où on en est. Et puis, c'est un petit peu le chaos à Wall Street. Le président américain a suspendu pour 90 jours une partie de sa droits de douane réciproque, tout en maintenant les 10% déjà en vigueur. Et puis, il a augmenté ceux appliqués à la Chine pour les élever à 125%. Alors, au-delà des pourcentages, qu'est-ce que cela dit du nouveau monde qui s'esquisse ? Peut-être sommes-nous sortis d'une ère où tout était facile et dérégulé, Joseph Touvenel ? Tout n'était pas facile. Il n'y a qu'à voir les millions de chômage et de pauvres sur la planète. Donc tous ceux qui nous disent tout était facile, eux peut-être qu'ils vivent facilement, c'est pas le cas de tout le monde. Combien de suicides par jour des agriculteurs en France ? On va leur dire tout était facile. Non, le monde change. On a un Donald Trump qui est un Américain. C'est-à-dire qu'il faut regarder. L'Amérique, c'est un pays très brutal. Donald Trump est très brutal. C'est un businessman. Il fait du business. Il négocie. Quand je dis l'Amérique est très brutale, par exemple, au niveau social, est-ce que vous imaginez en France des gens qui sont en lockout, c'est-à-dire à qui on a interdit de travailler depuis plus de 6 mois, où le chef d'entreprise leur dit « Vous n'avez pas le droit de travailler, vous ne travaillez plus pendant plusieurs mois. » Pourquoi ? Parce que c'est la loi, là-bas. En Amérique du Nord, c'est Canada et États-Unis, c'est légal. Chez nous, c'est interdit. Un employeur peut mettre à pied comme ça à volonté un employeur. Oui, ça s'appelle un lockout. J'interdis aux salariés de travailler parce que je suis en désaccord sur... il y en a un qui demande une augmentation de salaire. Tu veux une augmentation de salaire ? Eh bien non, tu ne l'auras pas. Lockout, et puis voilà, terminé. Vous voyez, c'est une société très, très brutale. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Et donc, Trump, c'est bien l'image de sa société. Après, c'est pas l'idiot du village, comme certains nous décrivent. C'est un businessman. Il fait du business. Il va taper très fort pour obtenir un peu moins. C'est sa méthode. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode, que ce soit pour l'Europe en tout cas et pour la France, mais c'est sa méthode. Et s'il arrive à augmenter des droits de douane de 10-15% avec certains pays, eh bien il aura réussi ce qu'il veut. C'est-à-dire que ce qu'il veut avec une vision, peut-être qui n'est pas la vision immédiate, mais à plus long terme, c'est faire revenir sur les États-Unis la production industrielle et d'un certain nombre de services. Est-ce qu'il va y arriver ? J'en sais rien. Mais il a au moins une vision, une perspective. Je ne suis pas sûr que chez nous, nos politiques ont vraiment une telle vision, une telle perspective. Et même s'il augmente, s'il descend, tout ça, on ne sait pas très bien pourquoi ça fait le yo-yo. Si, on sait pourquoi ça fait le yo-yo, mais il tape très fort. Alors, il affole les marchés. Enfin, les marchés s'affolent assez facilement. Tous ceux qui ont travaillé sur les marchés savent qu'on peut les affoler. C'est pas l'immédiateté qui compte. C'est ce qu'ils recherchent, l'effet durable. Est-ce qu'il va obtenir son effet durable ou pas ? J'en sais rien. Mais il ne faut pas le prendre pour l'imbécile de service. Bernadette Sauvaget. Je vais faire un peu de provocation, mais effectivement, on peut être d'accord avec Donald Trump sur la volonté de fond, quoi. C'est-à-dire de relocaliser une production industrielle. Je crois on pourrait avoir ce débat-là. Alors, les méthodes sont contestables. La réflexion sur le fond, elle est peut-être intéressante. Ce débat avait émergé au moment de l'épidémie de Covid sur l'indépendance sanitaire, par exemple. Enfin, il y a 2-3 secteurs où on pourrait dire, oui, effectivement, il y a cet important, l'indépendance alimentaire et l'indépendance sanitaire, par exemple. Enfin, donc, sur le principe, et puis pour des raisons écologiques, évidemment, pour des raisons sociales, pour plein de raisons, on pourrait avoir effectivement ce débat sur la relocalisation. Après, les méthodes, c'est des méthodes brutales. Mais la gauche devrait applaudir Donald Trump, alors ?
Non, c'est pas ce que je veux dire, vous savez bien, mais c'est juste pour un peu... Non, mais ça correspond à ce que désire certaines réflexions à gauche. Non, je veux dire, enfin, voilà, il y a des débats qu'il faudrait pas éviter, quoi. C'est-à-dire que sur le fond, en tous les cas, cette idée de relocalisation. Alors, tout dépend des buts aussi de cette relocalisation. On sait que voilà, la révolution MAGA, c'est celle de la puissance, etc. La relocalisation, ça peut être pour d'autres raisons. Enfin, donc, les buts et les moyens divergent selon ce qu'on met en priorité. Mais cette notion, en tous les cas, de relocalisation, je trouve que c'est une notion qui est à réfléchir, oui. Joseph Toutenel. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et avec une seule chose, c'est ce que vient de dire Louis Defresne, qui nous dit la gauche devrait être pour. Mais enfin, la gauche, c'est pas la mondialisation. C'est une partie de la gauche, une partie de la droite ont totalement soutenu la dérégulation des marchés, ont totalement soutenu la mondialisation. Et puis une partie de la droite et une partie de la gauche sont contre. Donc il faut peut-être oublier ces schémas mentaux qui datent en gros du 19e siècle et du début du 20e siècle pour être sur autre chose. Non, mais les buts et les moyens sont peut-être différents, quoi. Voilà. Mais bon, c'est juste ça. Mais je pense que sur la réflexion qui avait commencé à émerger, d'ailleurs, je rappelle, au moment de l'épidémie de Covid. Et effectivement, moi, je trouve que sur la dépendance alimentaire et sur les dépendances sanitaires, voilà, la nourriture et la santé, voilà, ça devrait être des priorités. Ça va au-delà, ça va sur tout ce qui est stratégique. C'est-à-dire, si on veut garder un espace de liberté et pouvoir faire ses choix, encore faut-il avoir les moyens de faire ses choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut pas dépendre de la dictature chinoise, eh bien, il faut tout ce qui est stratégique faire en sorte que ce soit pas la Chine qui nous le fournisse. C'est aussi simple que ça. Voilà. Après, voilà, il y a cette notion de puissance chez Trump, chez les Américains qu'on peut ne pas partager. Je veux dire, voilà, c'est les buts et les moyens. Il y a une question de fond. Voilà, effectivement, on arrive à la fin de quelque chose, la dérégulation, la dérégulation, la mondialisation, etc. Mais il y a voilà, les choses évoluent, donc les idées doivent évoluer aussi. La réalité, c'est le primat de la réalité qui doit faire penser, pas. Mais pas n'est-ce pas, Bernadette Sauvager et Joseph Toutenel, une politique anti-GAFAM? Les GAFAM, ça consiste à produire loin, à vendre partout et à contribuer nulle part. C'est ça, en fait, leur modèle économique. Et là, Trump leur dit, l'iPhone que vous fabriquez au Vietnam pour 100 € et que vous vendez 1000 aux États-Unis, c'est terminé. Ça, normalement... tout en disant, je tiens à conserver la force des GAFAM aux États-Unis, ce qui me permet d'imposer mes règles au reste du monde. Parce qu'il n'y a pas que le vilain Trump. Sous les gentils démocrates, on n'a pas eu des cadres supérieurs français qui ont été emprisonnés par les Américains, alors qu'ils n'avaient rien fait, mais pour imposer leurs règles à l'Europe et aux Français. Alstom. Donc, il faut peut-être arrêter d'avoir... Et quand il dit les GAFAM, oui, produisez sur mon territoire, mais je veux continuer à contrôler avec les GAFAM. C'est la puissance américaine qui défend. Après tout, First America, il a le droit, mais on a le droit aussi, nous, Français, Européens, de dire vous êtes bien gentils, mais on n'est pas la colonie américaine, et nous aussi, on a besoin de notre espace de responsabilité et de liberté. Mais en soi, ça devrait peut-être éveiller l'attention. Ce que j'entends, c'est la réaction du monde politique qui est quand même très divisé sur Trump, alors que cette démarche devrait logiquement emporter une forme d'adhésion. C'est ça que je veux dire. Non, mais enfin, faut pas simplifier faut pas simplifier le débat autour de. Il y a différents strates dans le débat. Je veux dire, qui est Trump, ce qu'est Trump, les méthodes de Trump, elles sont plus que critiquables. Elles sont. Il y a le personnage d'un côté. Il y a plus que le personnage. Il y a le comportement, il y a l'idéologie, il y a voilà. C'est juste pour pas caricaturer. Je pense que le débat, il est important sur le fond. Après, voilà, le pourquoi du comment et la méthode, voilà, elle interroge. Moi, franchement, depuis 3 mois, je suis très très heureuse de vivre dans cet îlot qu'est aujourd'hui l'Europe de l'Ouest, quoi. Alors justement, l'Europe, par la voix du président français Emmanuel Macron, enfin par la voix, ce n'est pas une délégation, c'est lui qui s'exprime au nom de ce que l'Europe devrait faire. Il estime que le rabaissement donc des droits de douane américains à 10% était une pause
fragile. Il a estimé que l'Europe devait continuer de mobiliser tous les leviers disponibles pour se protéger. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Joseph Touvenel? Tous les leviers disponibles pour se protéger. Il faut faire la même chose. Vous imaginez un président de la République français ou de n'importe quel pays qui dirait on va pas mobiliser tous les leviers pour nous protéger. Oui, donc, mais on attend des actes. Alors, c'est quoi les actes? Très bien. Vous avez fait une bonne définition d'Emmanuel Macron. Il a des belles paroles, on attend les actes. Bon, et qu'est-ce que ce serait si on devait activer les leviers disponibles pour se protéger? Les premiers leviers, c'est aller sur le long terme. C'est-à-dire rebâtir l'industrie française comme on nous le promet depuis des années. Alors peut-être qu'il faudrait le faire. Ça veut dire passer des accords avec un certain nombre de pays. Ça veut dire se dégager petit à petit, progressivement, de la Chine, des États-Unis aussi. Mais la Chine qui va nous vendre donc tous ces produits qui sont maintenant surtaxés aux États-Unis. Si nous vendent des porte-serviettes, d'accord, moi je préfère que les porte-serviettes soient fabriquées en France. Mais s'ils contrôlent un certain nombre de produits de haute technologie dont nous sommes dépendants ou des terres rares, ça c'est un vrai sujet. Mais ça se travaille sur le long terme. Par exemple, il y a des pays d'Afrique avec lesquels on pourrait passer des accords. Mais comme grâce à Emmanuel Macron, on a été chassé d'à peu près tous les pays d'Afrique, ça va être difficile. Donc on n'a plus de levier en fait pour agir alors. On en a peu, on en a encore, parce qu'on a de la technologie, on a du savoir-faire, on a des gens brillants, on a encore des contacts un peu partout. Et on a une pensée démocratique quand même. Enfin, le fond de la chose, c'est aussi ça. Je veux dire, on rentre dans un monde antidémocratique. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même la coïncidence du comportement de la vision d'un Poutine et d'un Trump sur la brutalité. La brutalité, elle n'est pas que américaine, dans la culture américaine. La brutalité, il y a une résurgence depuis. On avait imaginé qu'on rentrait dans un monde civilisé après la chute du mur de Berlin. Voilà, c'est la décivilisation, enfin l'ensauvagement, comme on disait pour d'autres choses ici en France il y a quelque temps. Il y a une sorte d'ensauvagement de la géopolitique. En fait, c'est pas nouveau, mais on voulait pas Joseph le voir. Touvenel. On voulait pas le voir, on se leurrait gentiment, parce que si je regarde le nombre de pays sur la planète, les démocraties sont très minoritaires. Oui, il faut pas laisser, c'est pas. Non, mais si on n'est pas capable de faire le constat, on va avoir du mal à régler le problème. C'est-à-dire qu'on s'est leurré pendant des années, comme on se leurre. Oui, mais démocratie... il y a un basculement quand c'est la puissance américaine qui bascule dans l'antidémocratie, voilà quoi. Les démocrates sont gentils, mais je prenais l'exemple de... C'est pas que les démocrates. Non, mais c'est pas une question de... Là, c'est pareil. Quand le camp démocrate était au pouvoir, je reprends mon exemple qui est quand même flagrant, d'arrêter un haut dirigeant français uniquement pour faire pression. C'est la démocratie, ça? Non. Non, mais moi, je veux bien... Vous estimez que même sous Joe Biden, ce n'était pas si démocratique que ça aux États-Unis? Absolument. Et d'ailleurs, c'est une des causes de l'élection de Trump. Il y a quand même un basculement, là. Il y a quand même un basculement. Alors Bernadette, allez-y sur le basculement. Non, mais il y a quand même un basculement avec Donald Trump. Enfin, je veux dire, je veux bien qu'on noie le poisson avec. Il y avait des machins, mais je dis pas il y a un vrai basculement quand même. Et sur quoi Sur cette pensée sur la question de la démocratie. Je veux dire, vous pouvez pas faire la comparaison avec entre Joe Biden et Donald Trump. Si je la fais. Ah bon, bien sûr que si. Économiquement, il y a un basculement. Pour le reste, il y a une certaine continuité. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est aussi un devoir de vérité. Est-ce que les démocrates, quand je regardais CNN ou quand je regarde CNN, quand je vois les journaux démocrates, c'est-à-dire la grande puissance, un peu comme en France, avec tous ces journaux qui transforment la vérité ou qui masquent une partie de la vérité, la réussite de Trump, c'est à un moment donné d'avoir dit « Regardez ce qui se passe », alors qu'une grande majorité de la presse américaine voulait le masquer. C'est la lutte contre le wokisme. Ça y est. C'est quoi le wokisme? Définissez-moi le wokisme. Ah, je sens qu'on est parti vraiment, pour un débat, parce que moi, le wokisme, je sais pas ce que c'est. Je veux dire, définissez-moi le wokisme. Oui, c'est une bonne question. Est-ce que c'est comme... Voilà, mais sérieusement, pas c'est machin, etc. Définissez-moi le wokisme. Eh bien, tout ce qui est... Tout ce qui est oui. Non, mais parce que moi franchement, là, si vous arrivez à le faire, comment on peut définir le marxisme, etc., je serais vraiment... voilà. Tout ce qui est... Oui. Tout ce qui n'est pas de droite. Voilà. Pourquoi vous dites ça? Eh ben non, mais parce que c'est la réalité. Je veux dire, tout d'un coup, on a trouvé un mot, valise. Le wokisme, c'est un mot valise. C'est un mot valise. Je veux dire, c'est juste ça. C'est un mot valise. Non, le wokisme, c'est
l'attachement à la lutte contre une certaine civilisation. Ah oui. Voilà comment je le définis. Oui. Et je le vois Mais sur soyez un certain plus précis, parce que ça veut dire quoi? Normalement, ça part de l'éveil. Quelle civilisation? Laquelle? La civilisation judéo-chrétienne. Ah oui, d'accord. Bon. Et je vois comment ça fonctionne. Voilà, donc les salafistes sont des wokistes. Hein. Oui, bien sûr, Oui, de leur côté. Non, mais il n'y a pas que ça. Mais non, mais Ouais, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Non, mais c'est comment alors pas en même temps. Non, mais je fais la non, mais si c'est la défense comment de la caricaturer la pensée de l'autre? C'est ça que je reproche à votre gauche. Non, mais alors C'est- attendez, vous essayez pas Joseph, de- soyons précis. Allons au bout de la Quand définition. je dis ça, Allons au bout de la non, mais- définition pour qu'on comprenne. Parce que là, elle vous a dit les salafistes peuvent pas être des wokistes. Mais non, mais c'est vrai que ça paraît un peu étrange. Mais j'ai pas dit que c'était juste tous ceux qui attaquaient la civilisation judéo-chrétienne. Je dis que sur notre terre, si on veut le voir, c'est l'attaque contre la civilisation judéo-chrétienne. C'est ceux qui nous disent que le blanc a toujours tort et l'autre a toujours raison, que les minorités doivent imposer leurs lois à la majorité. Tout ça, ça fait partie Non, ça des c'est déjà wokismes. plus précis. Bah oui, mais faut me laisser juste Bernadette, le temps de là-dessus, préciser. sur ces points-là. Imposer quoi à la majorité? Je veux dire, si on veut revenir à un exemple précis, le mariage pour tous, personne n'impose à qui que ce soit d'épouser, s'il est un homme, à un autre homme. Personne ne l'impose. Donc je vois pas en quoi une minorité impose quoi que ce soit à une majorité. On a étendu des droits. Vous pouvez être contre ou pour ou contre, mais en tous les cas, personne n'impose à une femme d'aller faire une PMA. Personne n'impose à une femme d'épouser une autre femme. Un enfant qui est fait par GPA, on n'impose pas à cet enfant. Non, mais la GPA, elle est interdite. Pour le moment, elle est interdite en France. Aux États-Unis? Mais je vous parle de la France. Non, mais on parlait des États-Unis, chère madame. Non, enfin. La GPA est interdite aux États-Unis? Non. Non, mais Joseph, qu'est-ce que vous répondez au fait, justement, on n'impose pas quoi que ce soit aux autres, c'est une extension des droits qui existent déjà. Donc finalement, ça ne dérange personne. C'est ce que vous dites, Bernadette. Non, c'est pas que ça dérange personne. Ça peut déranger, mais je peux concevoir que M. Touvenel ne soit pas d'accord avec le mariage pour tous, mais imposer une vision, non, c'est un débat. Et là, en l'occurrence, personne n'impose que qui que ce soit se marie avec quelqu'un. Réponse très rapide, Joseph, il nous reste 30 secondes. Quand il y a des droits, il y a toujours des devoirs. Le mariage, c'est la protection des enfants. C'est ça le mariage. C'est pas un acte d'amour, c'est un acte administratif qui a été créé pour protéger la filiation. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut donner le maximum de chance aux enfants, c'est-à-dire un papa et une maman. Alors, c'est la loi naturelle. Voilà, on est passé de Trump au mariage pour tous, mais c'est un signe peut-être, justement, de la manière dont les sociétés perçoivent les évolutions. On se quitte quelques instants. Joseph Touvenel et Bernadette Sauvaget. Mains ouvertes, un appel de la Fondation Notre-Dame. Bonjour, je suis Anne, chargée du suivi des projets à la Fondation Notre-Dame. Aujourd'hui, je veux vous parler d'Amine. Originaire de Tunisie, Amine est venu en France pour poursuivre ses études. Étudiant en médecine, il a été réorienté vers la biologie et entame une thèse à l'université. Mais au cours de sa deuxième année de recherche, il abandonne ses études, perdu et en difficulté. Sans ressources ni réseau, il se retrouve à vivre dans le bois de Vincennes, plongeant dans une grande précarité. En 2022, il demande de l'aide à une association qui l'accompagne vers la réinsertion. Grâce à des ateliers de dynamisation et l'aide précieuse d'un bénévole spécialisé en ressources humaines, Amine retrouve peu à peu confiance en lui. Il refait son CV, s'entraîne à passer des entretiens et par lui-même dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, acceptée fin 2024. Mais aujourd'hui, un obstacle demeure. Le timbre fiscal de 275 € indispensable à la validation de son titre de séjour. Sans cette somme, tout son parcours est compromis. Faites un don en toute sécurité sur le site fondationnotre-dame.fr ou bien par chèque Fondation Notre-Dame-Mains ouvertes, 10 rue du Cloître, 75 004 Paris. Merci.
9h30, les infos vous sont présentées par Cécile Mérieux. Bonjour Cécile. Bonjour. Les inquiétudes persistent face à la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Hier, Wall Street, le pétrole et le dollar ont été plombés par les craintes d'escalade dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Face à un allié américain devenu imprévisible, le bloc européen cherche de plus en plus à diversifier ses partenaires commerciaux. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce des négociations en vue d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis. Deuxième échange de prisonniers entre Washington et Moscou depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est un nouveau signe de réchauffement des relations entre les deux superpuissances amorcées par Washington. Des nouvelles discussions russo-américaines se sont tenues à Istanbul. Tension également entre Washington et Téhéran. Les deux pays ont échangé des mises en garde hier, à 2 jours d'une rencontre américano-iranienne à Oman. Donald Trump a réaffirmé que l'option militaire contre l'Iran restait possible en cas d'échec des discussions sur le nucléaire. Hier, l'Assemblée a acté la suppression d'une vingtaine d'instances consultatives dans une logique de simplification. Mais la gauche et la partie du bloc central sont parvenus néanmoins à en sauvegarder plusieurs, comme les CESE régionaux. Verdict du procès de l'enseignante jugée pour le harcèlement de 3 enfants, 3 élèves dont l'une s'est suicidée en juin 2019 à l'âge de 11 ans. Le tribunal correctionnel de Pontoise l'a relaxé hier. Les parents vont faire appel. Et enfin, de plus en plus de jeunes et d'adultes demandent le baptême. C'est le résultat d'une enquête publiée hier par la Conférence des évêques de France. C'est un record historique. Plus de 17 800 catéchumènes recevront cette année le baptême en France, soit une hausse pour les adultes de 45% par rapport à l'an dernier. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et oui, si on décompose les chiffres que vous venez de mentionner, 10 384 adultes se feront baptiser à Pâques, plus 45% par rapport à 2024. Et plus de 7 400 adolescents, plus 33%. C'est le rapport donc de la conférence des évêques que vous venez de mentionner. Rapport publié hier, on aura l'occasion d'y revenir abondamment dans différentes éditions et aussi avec des témoins, des catéchumènes qui pourront s'exprimer et pour essayer de comprendre le phénomène qui se déroule sous nos yeux. Joseph Touvenel et Bernadette Sauvaget vont en parler justement. Je resitue quelque peu les choses. Joseph Touvenel, le magazine Capital Social, ancien vice-président de la CFTC, et Bernadette Sauvaget, journaliste à Libération, qui s'occupe particulièrement du religieux. Comment est-ce que vous interprétez la chose, Bernadette ? Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le cardinal président, maintenant le cardinal Aveline, le futur, enfin le président élu de la CEF, qui dit qu'il faut rester, je caricature un peu, humble et modeste par rapport à ce phénomène. Effectivement, on était dans une situation qui était... on avait 4000 baptisés adultes en moyenne jusqu'à 3-4 ans. Oui. Et 7005 l'année dernière, 10 000 cette année. Donc voilà. Mais on reste sur des masses qui sont des petites masses. Je veux dire, si on regarde attentivement, diocèse de Paris plus diocèse de Lyon plus diocèse de Marseille, on arrive à la moitié. Enfin, sur les 10 000, Paris représente un quart. Donc déjà, il faut... ça se dispatche. Déjà, c'est un phénomène urbain. Surtout oui, urbain. Mais ça on sait Ouais. que de toute façon, le catholicisme est aujourd'hui une religion majoritairement urbaine. Moi, je veux dire, juste, il y a une petite illusion sur les chiffres quand on prend en pourcentage, quoi, parce que on est sur des petits chiffres malgré tout. Je veux dire, il y a grosso modo, enfin aujourd'hui, il y a une chute de la natalité importante là depuis quelques années en France, mais on est sur des générations d'enfants autour de 650 000 aujourd'hui naissances en France. Il y a 25 ans, il y a un quart de siècle. Le rapport entre enfants qui naissaient, enfants baptisés, c'était de 1 à 2. Et aujourd'hui, on est sur un rapport de 1 à 3. Je veux dire, il faut replacer ça quand même dans une problématique globale. Oui, il y a cet important nombre, enfin, ce nombre qui augmente de façon importante.
Quand on fait quand le diocèse du Jura nous faisait l'année dernière plus 300%, c'est sur des petites... Évidemment, ça relativise le pourcentage. Une toute petite quantité. La quantité est faible. Oui, voilà, on a dû passer de 3 à 9, quoi. Enfin, un truc comme ça, quoi. C'est pas négligeable, hein, effectivement, mais dans un contexte... voilà, si on réintègre ça dans un contexte global de la chute drastique du nombre d'enfants, du nombre d'enfants baptisés, enfin, je veux dire, les baptêmes d'adultes ou les baptêmes d'enfants ne compensent pas la chute drastique qu'il y a eu en un quart de siècle. Voilà. Je voulais avoir votre avis avant de demander à Joseph. Quand l'archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay, dit c'est un peu l'anti-génération mai 68, qu'est-ce que vous dites, Alibé? Ah non, mais moi je pense pas. Je crois que l'autre chose, alors le premier élément d'analyse, c'était de le replacer dans un contexte global de chute drastique du baptême d'adultes, et donc c'est des baptêmes d'enfants, donc ces baptêmes d'adultes sont loin de compenser la chute qui a eu. Et la seconde chose qu'on peut dire de ce phénomène, au contraire, c'est plutôt mai 68. C'est juste par plaisir de faire de la provocation. Mais non, mais écoutez, c'est-à-dire qu'on arrive. Enfin, je crois que là pour le coup, ça signe quelque chose. C'est-à-dire que le catholicisme est aujourd'hui une religion du choix, une religion attestataire et une religion du choix. Donc de la liberté de conscience, la liberté individuelle. C'est-à-dire que dans ce sens, c'est pour ça que je faisais cette provocation. Oui, ça coïncide avec un mouvement. Ça coïncide avec quelque chose de mai 68, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un choix de l'individu et non pas une transmission une transmission sociale. Donc, il y a cette mutation profonde aujourd'hui du catholicisme qui est une religion du choix. Pro-choix, en fait. Pro-choix, les catholiques voilà, sont pro-choix. Voilà. Joseph Touvenel. La première des choses, c'est pas si souvent qu'il y a des bonnes nouvelles, donc réjouissons-nous. C'est bien, tant mieux. Après, je suis entièrement d'accord. Les chiffres, évidemment, la baisse des baptêmes à la naissance, mécaniquement, ça offre des possibilités à ceux qui n'ont pas été baptisés de le faire quand ils sont adultes. Mais ils pourraient aussi ne pas le faire. Pour moi, c'est exactement l'échec de la société matérialiste de mai 68. C'est l'échec du jouissez sans entrave. Qu'est-ce que recherchent ces jeunes? Parce qu'on nous dit que c'est principalement des jeunes dans le sondage qui a été fait. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Le sens du sacré, le sens de l'absolu, la transcendance. C'est-à-dire tout ce que notre société matérialiste ne leur offre pas. Tout ce que le jouissez sans entrave ne leur offre pas. Et ça, c'est très intéressant. Le consumérisme, en fait. Oui, c'est... Mais 68 est aussi une réaction au consumérisme. Hein. Oui, je sais bien, ceux qui brûlaient les bagnoles en 68 sont ceux qui se déplaçaient en voiture avec chauffeur après. Donc, c'est-à-dire, mai 68, c'est sous l'apparence d'une liberté, d'un choix, etc. C'est je cède au monde, je cède au matérialisme et je m'embourgeoise. Mais je suis un bourgeois de gauche, donc c'est bien. On peut pas me critiquer parce que je suis de gauche. Ouais, mais je suis un bourgeois jusqu'à la gueule, encore pire peut-être que les bourgeois d'avant qui eux avaient au moins les deux pieds comme le monde ouvrier proche, alors qu'eux ils se sont séparés. Mai 68, c'est la libération des marchés financiers, par exemple. C'est très intéressant. Ça coïncide avec la date? Mais non, mais c'est la continuité regardez. Ça sera plutôt les années 80, ça. Non. Ceux qui ont fait mai 68, c'est ceux qui ont fait les libérations. Ah oui, plus tard. Et oui, quand ils sont arrivés au pouvoir, regardez bien ce qu'ils ont fait au pouvoir. Ils ont fait au pouvoir ce que font tous les bourgeois. Et là, on a des gens qui sortent de cette société, qui se font baptiser pour une recherche, la transcendance, le sens du sacré. Moi, je suis frappé de voir ces jeunes qui, à la messe, au moment de la consécration, s'agenouillent. Pourquoi ils le font? Vous ne savez pas si c'est les nouveaux baptisés. Hein, je veux dire, là, vous projetez complètement. Ah oui, qui sait? Vous voulez dire qui s'agenouille? Qui s'agenouille? Le sait-on? Je vois que ce sont aujourd'hui majoritairement des jeunes et des personnes d'origine africaine. Ça ne veut pas dire que ils viennent d'être baptisés. Non, bien sûr, parce que vous le savez mieux que moi. Non, pas plus. C'est certain. Pas plus que vous. Bien sûr, surtout ceux qui ne vont pas communier, qui se croisent la main sur la poitrine, on peut savoir qu'ils ne sont pas baptisés. Ouais. Peut-être pas. Et c'est peut-être. Ils sont peut-être. Très bien. Non, mais vous avez raison. Ils sont peut-être en concubinage. Il y a 1000 explications. Mais absolument. Mais vous avez raison. Non, mais juste, Joseph,
c'est pas une question d'avoir raison. C'est pas une question d'avoir raison. Je ne fais qu'un constat. C'est qu'aujourd'hui, dans les jeunes, le sens du sacré revient. Et on me dit, mais vous ne savez pas s'ils sont baptisés ou pas. Non, mais on va mettre ça en débat. Bernadette Sauvaget, qu'est-ce que vous... Dernier point quand même. Sur le point de l'enquête. Ce que vous avez dit par rapport à l'enquête, vous avez dit que c'était surtout un phénomène urbain. Et l'enquête à l'ETA Famille Chrétienne nous dit non, ça touche tous les diocèses, y compris les diocèses ruraux. Évidemment, dans un diocèse rural où il y a beaucoup moins de personnes qui vivent qu'à Paris, il y en aura moins. Mais on nous dit que ça touche tous les diocèses. C'est l'enquête qui le dit. Ça, c'est vrai que c'est un élément statistique intéressant. Cette réalité plus vaste que le phénomène urbain. Qu'est-ce que vous dites, Bernadette Sauvaget, sur la question le sens du sacré, ce désir de renouer, je ne sais pas si c'est renouer ou comment vous l'avez interprété, Joseph? Vous dites de sortir de la société matérialiste, que vous avez dit, et puis ce sens du sacré, de la transcendance, de ce qui nous dépasse. C'est-à-dire que si je suis croyant, si je crois réellement qu'au moment de la consécration, c'est Dieu qui est là, le créateur de toutes choses, comment ne pas s'agenouiller? Donc c'est ça pour vous la motivation profonde. Et donc ça, ils ne l'ont pas reçu avant. Comment expliquer le geste? Parce qu'il y a un besoin, il y a une recherche. La contrepartie de cette recherche, le côté négatif de cette recherche, c'est le développement, l'essor de l'ésotérisme. On voit qu'une recherche qui veut sortir du matérialisme, c'est l'augmentation des baptêmes, c'est l'augmentation des jeunes qui viennent à la messe. Mais en même temps, il y a aussi un côté noir, c'est l'augmentation de l'ésotérisme, du satanisme, etc. Qui correspond aussi à une forme de recherche. Mais bien sûr, l'IFOP nous dit que 41% des jeunes de 18-24 ans croient en l'astrologie. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de croire à autre chose que tout ce qui est strictement matériel. Alors, de quoi est-ce le signe, Bernadette Sauvaget, pour vous? Comment est-ce que vous analysez ce phénomène? Non, mais moi, je vous l'ai déjà dit, je pense qu'effectivement, on est dans un phénomène de rattrapage par rapport à ça, d'accord, rattrapage statistique. Non, moi, franchement, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait à ce moment-là une enquête sur les enfants, parce que moi, ça m'intéressait, les enfants qui demandaient le baptême. J'ai pris la catégorie des plus de 12 ans. Et récemment, il y a une consoeur de Libération qui a refait une longue enquête auprès des jeunes. Je crois que cette question-là est une question extrêmement intime. Moi, ce dont je me souviens de cette enquête, c'est que c'était très, très, très difficile de comprendre et de faire raconter. Et j'ai vu avec ce qu'a fait Marie-Ève Lacasse sur cette enquête qui a été publiée l'été dernier dans Libération, que c'était extrêmement difficile de faire raconter de l'intérieur. Donc, et moi, je rappelle juste ce qu'a dit le Monseigneur Aveline à Lourdes, c'est d'abord essayer de comprendre. Lui, il disait, voilà, on a mis en place des tas de parcours d'évangélisation, et finalement, ils arrivent, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, et il faut d'abord, avant de projeter et d'imaginer ce qu'ils sont, et il faut d'abord essayer de comprendre et d'entendre, et d'entendre ce que ces jeunes cherchent. Je crois qu'il y a voilà, si vous discutez avec quelques curés sur le terrain, ils sont capables d'expliquer. Effectivement, on sort c'est un monde insécure, c'est-à-dire voilà, c'est la fin effectivement de la société de consommation triomphante, c'est des angoisses sur qu'est-ce que va être le monde dans 20 ans. Mais ça, c'est des explications extérieures. Je crois que mais après, faire expliquer, raconter aux gens ce qui est de l'ordre de l'expérience intime, moi, pour le moment, j'ai... Voilà. Ouais, non, j'ai pas. Pour le moment, je ne vois pas Enfin, j'ai pas lu et je n'ai pas entendu de choses convaincantes. Voilà. Et je trouve que voilà. C'est très bien. Tout le monde est très content. Et voilà. Nous, dans les bonnes nouvelles sont rares. Et moi, je préfère 36 000 fois qu'ils soient dans cette démarche-là plutôt que d'aller manifester avec des identitaires et autres anti-wokistes forcenés ou je ne sais quoi.
voilà, je trouve que la démarche de l'intériorité, elle est toujours, elle est intéressante. Juste aussi, enfin, je voudrais dire, enfin voilà, mais ça, il y a quelque chose dans la symbolique de la. Oui. C'est-à-dire. Si vous avez forcément assisté à des baptêmes, Oui. je ne vais pas vous faire cette injure-là, mais la symbolique, elle est très forte. Elle est facile d'accès. C'est-à-dire la symbolique de l'eau, la symbolique de la lumière. Il y a quelque chose qui je crois qu'il parle beaucoup comme le mercredi des cendres, parce il y a eu cet engouement cette année pour le mercredi des cendres, et c'est pareil, je trouve qu'il y a quelque chose qui est symboliquement facile d'accès, qui parle de façon... C'est des gestes, des rituels qui sont accessibles et qui sont forts, quoi. En fait, c'est le retour à la tradition. Les gestes, les rituels qui, à un moment donné, ont été chassés. Voilà, moi, je trouve, on arrive au truc caricatural tout de suite. C'est le recours à la tradition. Oui, c'est tout à l'heure, quand il y a quelques minutes, oui. Vous avez cité les méchants identitaires. Oui. Vous auriez pu ajouter les méchants Black Bloc. Oui, c'est ça. Ça, c'était caricatural. Oui, mais eux ne se font pas baptiser. Quand je dis que c'est le retour à la tradition, ils ne sont pas baptisés. Parce que la symbolique, et parce que les Black Blocs, les identitaires, moi, je mets tous ces extrêmes dans le même sac. Je n'aime pas qu'on caricature les uns les autres. Le retour au pèlerinage de Chartres tradit, c'est quand même un signe fort. Et d'autres pèlerinages aussi, c'est un signe fort. Il y a les tradis, il y a les moins tradis, etc. C'est un signe fort du retour à la tradition, c'est-à-dire de l'importance des gestes, de l'importance de la symbolique. Vous avez raison, mais à un moment donné, on a abandonné la symbolique. Et ça s'appelle la tradition. La tradition, c'est pas forcément de gauche, de droite, etc. C'est quelque chose qui nourrit la religion catholique. Peut-être que juste, peut-être faut s'entendre sur le mot tradition. Non, mais il faut peut-être juste, au lieu de plaquer des choses tout de suite, de dire, voilà, il y a des choses qui se passent, de rapter... de rapter tout de suite avec des explications. Voilà, c'est le retour de la tradition. Ils veulent de l'ordre. Ils veulent de l'ordre. Ils veulent machin, etc. Non, mais parce que dans 5 minutes, ça va être ça. Non, mais vous voyez comment vous êtes. Oui. Vous préjugez de la pensée des autres. Oui, bien sûr. C'est moi qui préjuge de la pensée des autres. Oui, là, vous venez de le faire. À l'instant, vous venez de le faire. Mais je peux continuer. L'ordre, c'est pas le gros mot. Je trouve ça tout à fait intéressant de voir comment... C'est vous qui parlez de tradition le premier. Oui, bien sûr, et je l'explique. Et quel sens donnez-vous à ce mot, Joseph, en fait? Donc, pour vous, le geste... Parce que... La tradition, c'est ce qui se transmet. Et ça, il y a des gestes. Oui, mais les forces de la symbolique... il y avait peu de baptêmes, où il y en avait beaucoup moins, il y avait aussi ces gestes, il y avait aussi ces signes. Donc, c'est un phénomène récent qu'on analyse, là. Oui, mais là, enfin, franchement, d'abord, retourner à l'église, à la messe, c'est retourner à une tradition qu'on a connue. Ces jeunes qui reviennent et qui n'y étaient pas, voilà, c'est comme ça, je dis. La symbolique, la recherche, justement, et vous avez raison sur la symbolique de la lumière, de l'eau, etc. C'est ce qu'on apprend de la tradition, quand même. C'est pas nouveau, c'est pas mai 68 qui nous l'a mis. Hein. Et bien, c'est ça que j'appelle la tradition. Après, dans la tradition, ça préjuge pas d'esprit étroit, de machin, non, mais c'est un retour à quelque chose qui, depuis 2000 ans, c'est ça la tradition, nous est appris, et beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ont besoin de ces gestes. À un moment donné, on a viré toutes les statues dans les églises, etc. C'était la mode, on les vendait. Et bien aujourd'hui, on en remet. Voilà, c'est ça le retour à la tradition. Moi, ça me choque pas. C'est un phénomène de balancier, comment... Il y a un phénomène de balancier. Et puis, dernière chose peut-être, dans ce qui se passe, peut-être que la prière joue un rôle dans la conversion. La prière qu'on peut avoir aujourd'hui, celle qui a été hier et celle qui aura demain. Et ça fait partie du mystère qui nous dépasse. Vous voulez dire que les jeunes sont plus exigeants sur ce côté-là? Non, je veux dire que la force de la prière, que tous ceux qui prient depuis très longtemps, qui vont continuer à prier pour la conversion, mais peut-être que c'est une partie des fruits de leur prière qui arrive. Sait-on jamais, parce que ça, c'est difficile évidemment à démontrer, mais en tout cas, c'est dans l'esprit tout à fait du christianisme, de prier les uns pour les autres. C'est un problème de foi. Et aussi, exactement, c'est une question de foi. Donc ça se démontre pas, ça se pèse pas,
mais on peut penser que ça a un petit effet. Ouais, juste. Bernadette Sauvaget, dernière réflexion sur ce point. Oui, donc effectivement, tout le monde se réjouit et dans ce monde où il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, je me réjouis qu'ils se réjouissent. Voilà. En revanche, il ne faut pas perdre de vue quelque chose, et ça, je pense que c'est une vraie préoccupation pour les responsables catholiques, en tous les cas, c'est que ils perdent beaucoup de ces nouveaux baptisés. Au bout de 2-3 ans, ils disparaissent. Comment les garder Comment les garder En tous les cas, ça va contre cette idée d'un retour à la tradition. En tous les cas, ils ont fait ce parcours qui les a requinqués, donné du sens, etc. Mais ce qu'on sait en tous les cas, ce qui apparaît des études ces derniers temps, c'est que ces néophytes, ils sont évanescents. Alors c'est une vraie question, ça, qu'on peut pas résoudre en une. C'est un vrai problème qui touche tous les baptisés et nouveaux baptisés, et particulièrement aussi, on devrait être particulièrement sensible à la question à ceux qui viennent de l'islam et donc qui vont se faire baptiser, qui deviennent catholiques, qui se trouvent très isolés par rapport à leur communauté, parce que je veux bien que leur communauté soit gentille, mais on n'a pas le droit de quitter la religion musulmane. Est-ce que j'ai dit ça? On est rejeté. Non, mais c'est pareil, là, vous. Est-ce que j'ai dit ça? Voilà. Non, mais ne vous répondez pas, Bernadette. Non, mais il me regarde. Vous êtes en face de moi. Il vous regarde parce qu'il est poli. Vous êtes en face de moi, je ne vais pas vous tourner le dos. Et donc, on sait très bien ce que ça veut dire. Comme ça. Parce que c'est grave ce que je suis en train de dire. Sur ces gens qui ont le courage de quitter une religion qui leur interdit de la quitter et qui se trouvent après souvent très isolés. Tous, on devrait avoir ce souci de les accueillir et de les accueillir dans la durée et d'être avec eux une vraie famille, parce que souvent ils sont obligés, alors ils peuvent cacher, on en connaît peut-être tous, enfin en tout cas moi j'en connais qui cachent à leur famille leur conversion, qui peuvent même cacher dans le monde du travail parce qu'ils ont des collègues, etc. C'est un véritable problème, et vous aviez raison de dire que dans les baptisés, il faut regarder 3 ans, 4 ans après ce qu'ils sont devenus, si on les a pas abandonnés, laissés tout seuls, et si voilà, on a un vrai devoir là-dessus. Et encore une fois, j'insiste sur ceux qui en plus se coupent de leur base culturelle, de leur base familiale. Double défi pour l'institution. C'est un défi encore plus difficile. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces nouveaux catholiques qui ont fait c'est un drame souvent, hein. Bien sûr. Ceux qui n'osent pas le dire à leur mère alors qu'ils aiment leur mère, c'est bien normal, ou à leurs parents, c'est un drame. Il faut qu'on ait Jamila conscience de Marie ça. nous en parlera bientôt sur notre antenne lundi prochain. Elle nous racontera justement son parcours. 4%. Voilà. 4% 4%. de 4% dans les 10 000 de cette année, ceux qui viennent de l'islam. Voilà. Alors, mais on mettra aussi en débat, c'est une question. Je vous propose, parce que le temps passe et qu'on avait quand même donné 3 sujets, non pas 4%, mais 3 sujets. Je demande solennellement à l'Église de mettre en place un protocole permettant aux victimes de violences sexuelles par des membres du clergé de pouvoir consulter les archives ou les dossiers relatifs aux auteurs de ces violences. Vous avez peut-être lu cette tribune, dans les pages de Libération d'ailleurs, de Mathieu Yon, qui relatait son histoire à partir d'une demande d'accès au dossier de la personne qui l'avait abusé. Ça s'est passé dans le diocèse de Limoges avec une cellule d'écoute qui était normalement à son chevet, mais les choses ont été un petit peu plus compliquées dès lors qu'il a été question d'accéder en fait au dossier du prêtre qui l'avait violenté. Et donc il en a conçu, on peut l'imaginer, une forme d'amertume. Est-ce que l'institution en fait ne va pas assez loin? Est-ce qu'il y a une forme d'obstruction, ou alors est-ce que c'est juste de ne pas communiquer le dossier de quelqu'un à la demande des victimes? C'est une question que je mets en débat. Et lui s'était tourné vers l'Église depuis le coup de tonnerre du rapport Sauvé, qui avait donc mis en place ces cellules d'écoute dans chaque diocèse. Donc on peut écouter, mais aller au-delà et peut-être aller au bout d'une procédure de demande de dossier, c'est un petit peu difficile. Bernadette, vous avez étudié la question, Bernadette Sauvaget? Non, mais moi je trouve que la lettre est intéressante de ce qu'elle dit en creux. C'est-à-dire que d'abord, ce que c'est que les demandes des victimes, hein, c'est de savoir quel a été le parcours de leur pédocriminel et de savoir s'ils sont seuls ou pas comme victimes. Donc je trouve que il faut d'abord placer et repérer ce que sont les demandes des victimes. Donc là, ça se matérialise par l'accès à un dossier. Après, là, on rentre dans des questions qui sont effectivement des questions compliquées. Juste, d'après ce que je lis dans la lettre,
le prêtre est mort en 2009. Oui. Donc, le droit canonique autorise la destruction des dossiers 10 ans après la mort des prêtres. Donc, déjà se pose la question, est-ce que ce dossier existe ou pas? La seule contrainte que pose le droit canonique, c'est que s'il y a eu procédure canonique et sanction canonique, il soit gardé de trace. Et ça va dans ce qu'on appelle, dans ce que l'Église catholique et le droit canonique appellent les archives secrètes. Et les archives secrètes, elles ne sont accessibles canoniquement qu'à l'évêque et à l'official. Donc voilà. Donc la victime ne peut pas y avoir accès. Donc de toute façon, légalement, il le dit d'ailleurs, Mathieu Thuillon, légalement, les archives de l'Église sont des archives privées, donc de toute façon, voilà, elles sont pas, il n'y a pas un droit, il n'y a pas un droit d'accès. Alors après, il parle, voilà, c'est pas légal, mais voilà. La difficulté, c'est, bon, j'ai jamais vu de dossier de prêtre, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans un dossier de prêtre gardé dans un diocèse. Moi, je ne sais pas si Louis vous avez vu, mais moi, en tous les cas, je ne sais pas si Joseph Tournel a vu. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans un dossier de prêtre, conservé dans un diocèse. Donc, est-ce qu'il y a ou pas ce genre d'informations? Je n'en sais rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer des illusions. Je crois que le problème qui s'est posé pour Mathieu Yon, c'est que en fait, il a été obligé de faire 4 cellules d'écoute. Donc là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et il faut former effectivement les gens dans les cellules d'écoute pour dire voilà, c'est ça le dossier, c'est pas le promener, l'envoyer, pas le balader quoi. Pas le balader. Je veux dire, en créant une illusion qu'il aura accès. Après, il y a un problème fondamental effectivement de l'accès aux informations pour les victimes. Autant voilà, ça s'améliore, mais ça s'améliore très mal encore. Enfin, ça s'améliore difficilement sur l'accès à un certain nombre d'informations. Je crois que là, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour les victimes, elles ont besoin de savoir des choses sur le profil de la personne qui les a agressées et si elles ont été les seules ou pas. Ça, c'est 2 questions fondamentales. Et effectivement, je crois que l'Église, comme institution, a besoin de réfléchir à ça et de normer cela. Joseph Touvenel. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces dossiers. A priori, je dirais, il est légitime que la victime ait accès aux renseignements. Après, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, il y a un devoir de prudence. Cela dit, sur tous les problèmes d'abus dans l'Église, dans l'Église des hommes, l'Église ne réagit pas assez fort, ne réagit pas assez vite. Il faudrait peut-être un peu plus nettoyer les choses. Alors, je sais bien que c'est pas facile, parce que quand je vois que... Nettoyer les choses, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on voit que les abus, ça continue, qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'on l'apprend encore parce que la presse nous sort quelque chose, mais des affaires avérées. Mais faut voir d'où vient le mal. Faut pas oublier qu'on a un nom, c'est pas l'actuel, mais Ventura, qui est inscrit au fichier des délinquants sexuels. C'est-à-dire un nonce, c'est-à-dire le représentant de Rome à Paris, un des autorités. Le précédent. Donc le précédent, pas l'actuel, le précédent, condamné par la justice et inscrit. On a des évêques, dans mon diocèse, j'ai eu un évêque qui est enfermé quelque part parce que quand il faisait des confessions, il faisait, nous dit Rome, du voyeurisme. C'est-à-dire qu'il demandait qu'on se déshabille. Donc il y a encore du travail là-dessus. Il y a encore un travail, il faudrait aller plus vite, plus fort pour éviter qu'il y ait d'autres victimes et surtout ce devoir de vérité qui demande un peu de courage. Et je le dis d'autant plus que tant que l'Église des hommes cachera les choses, les masquera, ça sera au détriment des bons prêtres, des bonnes religieuses, des bons moines, des bons laïcs qui font un travail au quotidien considérable. C'est aussi salir cela, c'est salir les victimes, mais c'est salir aussi ceux dans l'Église qui font un très beau travail. Allez, merci beaucoup à tous les deux. Merci à Joseph Touvenel, ancien vice-président de la CFTC et qui dirige Capital Social, son magazine. Et puis, bien sûr, Bernadette Sauvaget, journaliste à Libération. Merci beaucoup à tous les deux. Je précise, Bernadette, que vous avez publié Notre-Dame de Paris ressuscitée aux éditions Fayard. Merci d'avoir accepté les termes de ce débat. À bientôt.